Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la version 3.3 de mon firmware. Alors, petite parenthèse avant d'aller plus loin, vous avez sous les yeux deux K58, dont un K58 avec un écran bleu. Alors, ne m'envoyez pas de message pour me demander comment j'ai fait pour passer l'écran du orange vers le bleu. C'est ni plus ni moins qu'une coque de K58 dans laquelle j'ai glissé une platine d'UV5R+. Et les UV5R+, disposent de cet écran bleu. Voilà, ni plus ni moins. Donc tout le monde peut le faire. Vous aurez juste éventuellement à dessouder et ressouder les deux fils qui font le contact avec le haut-parleur. Voilà, c'est pas par logiciel que c'est modifié, c'est vraiment une platine du V5R plus qui a été glissée dans une coque de K58. Ça me permettait de changer un peu de couleur d'écran, parce qu'à force de travailler sur l'écran orange, bon voilà, ça me permet de varier un peu les plaisirs. Parenthèse fermée. Alors, pour en revenir sur cette version 3.3, j'ai commencé d'abord par faire pas mal de travail de refactoring au niveau du code en vue d'optimiser la mémoire. Donc c'est quelque chose que je fais souvent, je vous en ai déjà parlé. C'est extrêmement chronophage, assez déconcertant parfois. Ça m'est arrivé de nombreuses fois d'avoir l'impression de faire un code très propre, très concis, et de me faire pénaliser par le compilateur qui me disait non mais attends, là tu es en train de bouffer plus de mémoire que ce que tu bouffais avant. Donc souvent il faut raisonner différemment, il faut vraiment coder certaines choses parfois de façon peu orthodoxe, mais qui au final permet d'optimiser et de gagner quelques précieux octets. Alors je sais d'ailleurs en gagner encore s'il faut, j'en garde sous le pied, j'en discutais avec un autre radioamateur là, hier. J'ai toujours quelques optimisations de mémoire dans les cartons au cas où. Voilà, j'aime bien être prévoyant, mais néanmoins, là, j'ai gagné pas mal de mémoire que j'ai du coup réutilisé pour ce que l'on va voir maintenant. Néanmoins, à firmware constant, c'est-à-dire si je me base essentiellement sur la version Bandscope, eh bien la version Bandscope est légèrement, est d'une taille légèrement plus réduite par rapport à la version 3.2. Donc voilà. Par contre, la version Broadcast, elle est un peu plus volumineuse, mais sur la version Broadcast, il n'y a pas de souci parce que il y a encore énormément de place. Voilà pour cette partie refactoring de code / optimisation de la mémoire. Passage de la balise sur le réseau des répéteurs francophones, pas de panique. Alors, pour en venir aux évolutions, je vais me mettre sur un canal PMR. Voilà. Depuis de nombreuses versions, vous aviez vu apparaître un timer qui s'affiche en haut à gauche de la barre de statut. Alors par exemple, là je passe en émission et vous avez un timer qui se décrémente, il est parti de 3 minutes et puis il va descendre comme ça jusqu'à 0. 3 minutes pourquoi? Tout simplement parce que c'est la durée de mon TOT. Et donc ce timer me permet de savoir en fait où est-ce que j'en suis vis-à-vis du TOT, est-ce que j'ai encore du temps de parole ou pas. Alors j'avais reçu pas mal de messages de personnes me disant mais à quoi ça sert, pourquoi tu as fait ça, on voit pas l'utilité, etc. etc. Détrompez-vous, ça a en fait une utilité sur par exemple le réseau des répéteurs francophones, le RRF, mais aussi sur des équipements radio classiques comme les relais ou les transpondeurs. Ce type de dispositif dispose souvent d'un TOT. Par exemple, sur le réseau des répéteurs francophones, sur le salon d'appel, vous avez un TOT à 3 minutes. Si vous parlez plus de 3 minutes, vous pouvez continuer de parler de votre côté, mais plus personne ne vous entendra, vous n'allez plus être relayé par le RRF parce que vous allez être tout simplement coupé. C'est pareil sur des relais, c'est pareil sur des transpondeurs. L'idée par derrière, c'est tout simplement de chercher à préserver le matériel et de se prémunir de quelqu'un qui passera en émission pendant 2 heures d'affilée pour éviter notamment de cramer des PA et d'exploser des transceivers. Donc c'est par mesure de sécurité que ces TOT sont mis en place.
Pareil d'ailleurs au niveau de votre propre poste, hein. Si vous fixez un TOT, c'est aussi pour éviter de rester en émission indéfiniment, ce qui n'est jamais bon pour le matériel. Surtout si vous avez du retour d'onde stationnaire, bien évidemment. Donc, le but de ce timer, c'est ça. Néanmoins, si vous n'en avez pas l'usage et que vous êtes allergique à ce timer, eh bien désormais, via le menu Set Timer, qui est le menu 66, donc le dernier de la liste, vous pouvez le passer à off. Voilà qui est fait. Et donc si je repompe, eh bien comme vous le voyez, le timer a disparu. Voilà. Donc vous avez le choix désormais d'utiliser ou non ce timer en fonction de vos desiderata. Deuxième évolution, vous l'avez sous les yeux. J'ai procédé tout simplement à une refonte de l'audio bar, qui pourrait être considéré comme étant une sorte de vue-mètre en fait, hein. Vous le voyez, il réagit en fonction de ma voix, de mes intonations de voix. Si je m'arrête de parler, il va complètement redescendre. Voilà, je reprends et j'ai en fait cherché d'une part à faire en sorte d'utiliser toute la largeur de l'écran, là où avant il utilisait le même espace que le S-mètre qui lui vous permet de visualiser la force du signal reçu lorsque vous recevez une transmission. Là maintenant l'audio bar utilise toute la largeur de l'écran. Elle est beaucoup plus dynamique. J'en ai changé également l'inertie entre guillemets. Donc je rentre pas dans les détails parce que c'est des maths et ça va faire chier tout le monde, mais j'ai utilisé notamment ce qu'on appelle une approximation logarithmique que j'ai faite en travaillant essentiellement avec des entiers également, puisque je vous rappelle, ce poste ne gère pas les flottants, enfin ce poste, le firmware en tout cas, n'utilise que des entiers, pas de nombres en virgule flottante. Donc voilà, je pense que ça rend plutôt pas mal, et même si ça sert pas à grand chose, comme toujours c'est amusant, et comme je le dis souvent, tout ce qui est amusant, faut le faire. Donc voilà pour l'audio bar. Ne cherchez pas cet audio bar si vous utilisez la version Voxless. Voilà, il n'y a pas suffisamment de place pour pouvoir la mettre. Alors la troisième chose sur laquelle j'ai travaillé, je vais redémarrer le poste. Et je vais le redémarrer en mode air copy. Et je vais le redémarrer également sur le deuxième poste que j'ai à côté. Voilà. Alors, je vais utiliser le poste orange comme poste source et le poste bleu comme poste cible. Donc c'est le poste bleu qui va recevoir, voilà qui est fait, et le poste source qui va envoyer. Alors, vous le voyez déjà, j'ai choisi tout simplement d'essayer d'améliorer un petit peu l'ergonomie. Au niveau de la fonctionnalité AirCopy, maintenant, vous allez voir apparaître une jauge de progression sur le poste qui émet, sur le poste qui reçoit. Ça vous permet de voir un petit peu à quel niveau vous vous situez dans la réplication des données qui passent donc de ce poste vers celui-ci. Au passage, j'ai également choisi de travailler cette fois en pourcentage. Avant, vous aviez un nombre de paquets qui passaient de ce poste vers celui-ci, avec un compteur qui allait de 0 à 120. Bon, maintenant, vous savez dire que là, par exemple, voilà, on vient déjà de répliquer 40% des datas. En tout cas, 40% des données sont passées de ce poste pour être envoyées ici. En l'occurrence, pour l'instant, on voit également que de ce côté-là, on a déjà eu 2 erreurs. Ces erreurs sont inévitables, vous en aurez. Sur la jauge du poste sur laquelle vous recevez les datas, elles sont matérialisées également, puisque vous avez des raies blanches. Je pense que vous les verrez à la vidéo. Donc ça vous permet de voir quelles sont les zones mémoire de votre EPROM qui n'ont pas été donc répliquées avec ce qui provient du poste source. Du coup, au final également, on va pouvoir avoir un taux de réussite en pourcentage qui va s'afficher ici et qui permet de se faire une petite idée tout de même de l'efficacité de ce dispositif. Moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal.
Néanmoins, comme d'habitude, il y a toujours quelques râleurs, quelques haters, quelques gens grognons qui trouvent que bah non, ça fonctionne très mal. Alors, pour vous donner une petite idée, parce que comme on travaille maintenant en pourcentage, ça permet de mieux se fixer les idées, on voit donc qu'il y a eu 2 erreurs de réplication qui sont donc visibles à ce niveau-là. Ça fait 98,33% de réussite dans la réplication. Si vous rapportez ça au fait qu'il y a 200 canaux mémoire, globalement, c'est comme si sur les 200 canaux mémoire, vous en aviez répliqué 197. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, au passage, libre à vous de pouvoir recommencer la manip si vous le souhaitez. Et ça, ce n'était pas possible non plus sur la version précédente. Là, les 2 postes se sont remis en position ready. Et donc, si je remets ce poste bleu en réception et ce poste en émission, on est reparti pour un tour. Je précise une chose, cette fonctionnalité AirCopy, vous l'avez dans le firmware d'usine. Si vous avez un Quansheng K5 avec le firmware d'usine, vous pouvez vérifier par vous-même, cette fonctionnalité AirCopy existe. Elle avait été désactivée dans le firmware Exhumer. Moi, je ne m'étais pas réintéressé à la réactiver jusqu'à récemment. Personnellement, je trouve que c'est plutôt très très efficace. Et je vois beaucoup de cas d'usage. Je vous en avais déjà donné un, je crois, dans la vidéo précédente, mais vous êtes en randonnée, vous êtes loin de tout, pas de PC, pas de câble, vous programmez un poste, vous voulez le répliquer sur un ou plusieurs autres postes, vous pouvez le faire. Je vous donne un autre cas d'usage, vous êtes radioamateur, vous passez dans un radio club, vous avez un K5 avec tous vos canaux mémoire hyper bien paramétrés par rapport à votre région, etc. Un membre du radio club arrive, il a un K5 aussi, mais lui, il n'a pas pris le temps de paramétrer plus que ça les choses. Pas besoin de câble, pas besoin de PC, pas besoin d'installer Chirp. Vous passez son poste en AirCopy et vous faites les réplications. Ni plus ni moins. Dans un cas non radioamateur, si vous êtes animateur, une colonie de vacances, dans une association, ou je sais pas, vous gérez un camping ou ce genre de choses et vous avez une flottille de Quansheng K5, vous en paramétrez un et vous synchronisez tous les autres postes par fonctionnalité AirCopy si besoin. Comme vous le voyez là d'ailleurs en cours, il y a à nouveau 2 erreurs, mais vous remarquerez qu'elles ne sont pas au même endroit. Ce qui fait qu'en faisant cette deuxième passe, globalement, vous avez la garantie d'avoir une réplication qui est à 100% ISO avec ce qu'il y a de ce côté-là. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt assez efficace et plutôt pratique. Maintenant, je force personne à l'utiliser bien évidemment. Je précise également une chose qui est peut-être pas qui n'a peut-être pas été pensée, parce que vous allez comprendre par vous-même, mais je vous rappelle aussi que si vous avez envie, vous pouvez très bien mettre un poste en mode source et N postes en mode cible en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez très bien répliquer, mettre 5 ou 6 postes autour, là, ils vont tous recevoir les mêmes signaux radio, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc si vous avez une flottille de K5 à mettre à jour, ça peut être fait extrêmement rapidement également. Donc voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette version 3.3. J'espère que ça vous plaira. Sous la vidéo, vous allez retrouver la description. Dans la description, tout un tas de liens. Vous retrouverez bien sûr un lien pour la version Bandscope, Broadcast FM, Voxless. Encore une fois, Voxless, attention, pas d'audio bar, pas les améliorations de l'analyseur de spectre et pas de AirCopy non plus. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Vous trouverez avec le firmware également en pièce jointe une première version du driver en 3.3. Je pense que Jocelyn mettra à jour d'ici peu le dépôt GitHub dédié au driver également. Je pense qu'il y ajoutera également le PDF d'Alain. Néanmoins, d'une façon générale, comme le stockage des canaux mémoire n'a pas changé sur cette version 3.3, si accidentellement vous faites
des manips depuis un driver 3.2 avec un firmware 3.3, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je vous encourage tout de même à mettre à jour votre driver Chirp. Voilà, sous la description, bien évidemment, vous allez trouver également les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. J'espère que cette version vous plaira. Je vous remercie à nouveau pour tous vos messages d'encouragement et tous vos commentaires. Et puis écoutez, amusez-vous bien, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures quand j'aurai des choses intelligentes à vous dire. Voilà, 73, 4HWN en QRT. Ciao, bye bye.